Mais écoutez, si tout fonctionne, je vous propose de commencer maintenant et je pense que les adhérents viendront se connecter au fur et à mesure. Donc, bienvenue à ce webinaire du FOD du 8 avril 2021. Donc, un webinaire que nous avons construit un petit peu différemment. Puisque habituellement nous présentions, voilà, nous avions des experts qui venaient dialoguer en synchrone avec vous. Cette fois-ci, nous avions proposé un petit questionnaire à nos adhérents pour un peu construire avec eux le contenu et de voir un petit peu les questions plus précisément qui se posent autour de sur Calliope, la certification Calliope, qui est vraiment d'actualité cette année et de les interroger plus spécifiquement sous l'angle de la multimodalité qui nous intéresse, nous, particulièrement. Donc, on a eu 83 personnes qui ont répondu à ce questionnaire, qui prouve véritablement l'intérêt de ce sujet. Et du coup, pour dire très rapidement les choses, 14% ont répondu qu'ils étaient déjà certifiés, 29% en cours d'audit et 31% en phase de réflexion. Les derniers étaient dans d'autres situations. Donc, on voit qu'il y a quand même une marge de progression importante à avoir dans l'audit, puisqu'il y a encore beaucoup de structures, effectivement, qui ne sont pas certifiées et qui sont du coup en cours d'audit ou en phase de réflexion. Sur les questions qu'on a pu voir et analyser ensemble avec les intervenants, on a vu que beaucoup se rapportaient en fait au cadre réglementaire de la formation multimodale. Donc, effectivement, la FOAD a un cadre réglementaire spécifique issu de la loi de 2018, mais ce ne sera pas véritablement notre propos aujourd'hui. Nous y consacrerons un webinaire par contre, vu l'ensemble des questions qui ont été posées. Et ce webinaire aura lieu le 18 mai. Donc, vous pouvez déjà le noter dans vos tablettes. Donc, aujourd'hui, nous ne parlons pas du cadre réglementaire de la FOD, puisque l'auditeur, lui, n'a pas vocation, n'est pas mandaté par un OPCO pour vérifier la conformité de l'action de formation et les différents éléments de preuve qui attestent de la réalisation de l'action de formation. L'auditeur, lui, il certifie la conformité par rapport aux critères de la certification. Et puis, je voulais aussi ajouter qu'il y a un groupe de travail du FOD sur la question des indicateurs de la qualité et de la formation. En effet, on s'interroge au sein du FOD sur comment intégrer ces critères, comment interpréter ces critères à l'aune de la multimodalité et comment les outils, notamment les LMS et les traces laissées par les apprenants peuvent servir pour nourrir ces différents indicateurs. Mais tout de suite, je vais présenter nos invités du jour. Alors, on a le plaisir d'avoir Jacques Barry, notre président du FOD, avec nous. Alors, pourquoi? Jacques, en fait, a été le président de la commission à la DGFP qui a élaboré le référentiel Calliope. Donc, il vous donnera vraiment des éléments de contexte qui vous permettront aussi de mieux appréhender pourquoi aujourd'hui il y a ce référentiel et cette certification. Ensuite, nous donnerons la parole à Marc Verger de l'ISQ, qui est du coup responsable directeur du développement de l'ISQ et qui clarifiera les éléments de preuve à fournir pour la certification Calliope, le périmètre d'intervention de l'auditeur avec les temps forts de l'audit et puis aussi des points de vigilance, puisque aujourd'hui, vous le savez, l'audit se fait souvent en distanciel en raison des conditions de la crise sanitaire. Et puis, il fera aussi un zoom sur les indicateurs spécifiques au regard de la formation à distance. Ensuite, nous donnons la parole à Myriam Henry de l'AFTRAL. Myriam est responsable qualité et certification à l'AFTRAL et également administratrice au FOD. Elle nous fera part de son retour d'expérience pour une structure qui a plusieurs établissements et qui ont multi-sites. Puis nous donnons la parole à Sarah de la Morandière, administratrice également au FOD et conseillère formation continue au CAFOC de Versailles, qui nous fera part aussi de son retour d'expérience, de la méthodologie du CAFOC pour l'audit et puis comment
certainement les outils aussi et les LMS peuvent permettre effectivement de faciliter peut-être la préparation et le stockage, l'archivage des éléments de preuve. Mais tout de suite, moi, je souhaite donner la parole à Jacques Barry. Sachez tous que le webinaire est enregistré. Le replay sera mis en ligne le plus rapidement possible, que vous pourrez disposer aussi du diaporama et puis que nous garderons un temps important pour les questions-réponses. C'est à toi, Jacques. Oui, bonjour. Alors effectivement, les origines de ce Calliope sont à chercher dans l'inquiétude que ça a donné à beaucoup d'institutionnels de voir avec le développement du CPF s'ouvrir un marché grand public. Et le premier souci, dans le fond, de Calliope n'était pas d'aider les acheteurs publics et paritaires, ce qu'il est en définitive largement, mais d'avoir une possibilité simple et très lisible de montrer au grand public quels sont les organismes qui ont fait un effort au niveau de la qualité et les autres. On avait l'exemple, par exemple, de l'enseignement privé, où on voit, vous pouvez tous voir d'ailleurs les grandes affiches dans le métro de tel organisme, de telle école. On avait peur que des forces de publicité un peu sauvages répondent aux demandes de CPF, et on a voulu à ce moment-là mettre en place un outil très lisible pour le grand public, garantissant un certain niveau de qualité des structures de formation. Donc un label et un label lisible. D'où l'importance du logo, d'où l'importance du nom, d'où l'importance de l'image. Pour le nom, par exemple, Calliope on l'a tiré de Calliope, qui est la muse de l'éloquence dans la Grèce ancienne. Bon, oui, on n'est pas très loin de la pédagogie avec l'éloquence, même si on est parfois un peu loin de la FOAD. Alors, ce dispositif donc, qui s'est largement mis en place et sur lequel vous allez avoir tous les renseignements qui vous manquent dans ce webinaire, reçoit aujourd'hui un certain nombre de critiques. Première critique que j'entends souvent, c'est dans le fond, Calliope ne permet pas de contrôler vraiment la qualité de la formation. Alors oui, Calliope, ce n'est pas un inspecteur dans chaque salle de formation, comme il y a les inspecteurs de l'éducation nationale dans les salles de l'enseignement primaire ou secondaire. C'est un dispositif qui contrôle les processus et qui contrôle l'existence dans les organismes de formation de dispositifs de contrôle de la pédagogie, mais ce n'est pas Calliope qui va directement contrôler la pédagogie et la qualité et la satisfaction ou pas des usagers. En revanche, c'est Calliope qui veille à ce qu'il y ait un dispositif qui permette de le contrôler. C'est la première critique que j'entends. Deuxième critique, c'est de la procédure. Ah oui, les systèmes qualité, c'est de la procédure. On ne peut pas dire le contraire. Mais c'est aussi donner aux organismes un effort de rigueur, un effort de professionnalisme. On dit aussi c'est cher. Effectivement, c'est assez détaillé, puisque maintenant, on doit auditer chaque site, on doit auditer chaque structure d'entreprise, s'il y en a plusieurs, mais c'est la contrepartie de la valeur de ce référentiel. Je dirais qu'aujourd'hui, le principal intérêt de Calliope, c'est de permettre de développer la professionnalisation du secteur. Et pour nous, en FOAD, j'insisterai particulièrement, mais vous allez le faire, je pense, pendant ce webinaire, sur les critères 4, 5 et 6. Sur les 4, on parle des moyens techniques nécessaires. Sur le 5, on parle de la formation de formateurs. Et dans le 6, on parle des veilles, de toutes les veilles.
Veille juridique qui nous concerne aussi, bien sûr, mais veille technologique. Voilà ce que je voulais dire en introduction à ce webinaire. J'espère avoir été aussi court que tu le souhaitais, Aurélia. Je te remercie, Jacques. Je te remercie. Non, non, c'est très bien. Moi, je trouve que c'était très bien, effectivement, de revenir sur le contexte et ce cadre plus général pour vous permettre aussi de comprendre d'où vient ce processus de certification. Et maintenant, je propose à Marc Verger de rentrer du coup dans le vif du sujet. Marc. Oui, oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci déjà de l'invitation et j'ai bien noté ce qui avait été précisé, la date du 18 mai, très importante au regard de toutes les questions qui avaient été adressées et nombre n'étaient pas forcément en lien avec ou exclusivement avec Calliope. Donc Marc Verger de l'ISQ, directeur du développement. Et pour me présenter très succinctement, une grande expérience dans la formation depuis 92 et aussi dans tout ce qui était à distance, puisque j'étais vice-président des formations à distance dans une vie antérieure pour le groupe Berlitz, formation langue interculturelle. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir quelques slides de présentation sur Calliope. Je ne m'étendrai pas sur les critères, puisque je crois qu'on va essayer de profiter des questions-réponses en fin de présentation pour répondre concrètement à toutes les attentes ou interrogations de nos participants. Je crois que Mickaël gère le défilé, donc je vais le laisser enchaîner, super. Le petit cadre général à rappeler que tout le monde connaît entre France Compétences, le COFRAC, juste quelques chiffres qui n'apparaissent pas ici, mais qui sont peut-être intéressants quand même. Au 15 mars dernier, on avait 8304 certifiés d'après la DGFP et 5860 en cours de certification. Donc, c'est vrai que ce sont peut-être deux chiffres à mettre en rapport avec les soi-disant 50 ou 55 000 data dockés dont beaucoup pensaient qu'ils iraient chercher Calliope. Donc, on verra ce qu'ils vont en ressortir. Sachez quand même que les plannings des certificateurs sont très, 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 très chargés. Le mois de juin, c'est impressionnant. Et dès le mois de septembre, déjà, plus de 50% du temps auditeur est déjà complet. Donc voilà, et je rappelle quand même que vous avez 27 certificateurs, dont l'ISQ, bien sûr, et que vous avez quand même 7 instances de labellisation qui sont reconnues par France Compétences. Il ne faut pas les oublier non plus, bien sûr. Sur la suite, Mickaël, merci. Juste rappeler quand même en fait tous les différents types d'audits. Donc tout ce qui est bleu, en fait, ce sont les audits prévus par la loi, avec l'audit initial, qu'il soit complet ou aménagé si un prestataire devait disposer d'un label reconnu par le CNEFOP. Ça, c'est un intérêt. Rappelons bien sûr que la notion d'aménagement n'est valable que pour l'audit initial et que derrière ça, dans le processus, 4 ans pour les certifiés 2020 et 3 ans aujourd'hui, l'audit de surveillance réalisé à mi-parcours et l'audit de renouvellement. Un certain nombre de prestataires, à peu près 20% de certains certificateurs, ont demandé à bénéficier d'audits blancs plutôt que d'être accompagnés ou en complément d'un accompagnement externe. Un audit blanc, on prend une photo avant de se lancer sur l'audit initial, qui peut être une bonne chose. Et il y a quelque chose qui est en train de monter aussi en puissance, ce sont les audits d'extension. Donc, c'est bien sûr prévu par les textes. Il y a extension de site, dès lors que vous souhaitez rajouter dans votre certificat eh bien, un site, bien évidemment, ou des extensions de catégorie. Juste ici, on a une précision toute fraîche de la semaine dernière de la DGEF Tool, il y a deux semaines. La notion d'extension n'est pas valable sur la notion d'aménager n'est pas valable sur l'audit d'extension. Info importante. Après, puisqu'on est sur le distanciel, y compris avec le webinaire, sur le slide suivant, en fait, il y a deux modalités. Une modalité de réalisation d'audit présentiel qui était normalement dévolue aux audits initiaux avant les aménagements législatifs du fait de la crise sanitaire. Aujourd'hui, les prestataires ont la possibilité de réaliser des audits à distance. Ici, juste un point quand même de vigilance. Si, bien sûr, l'auditeur va être à distance, on peut s'apercevoir qu'il est quand même souvent préférable, à défaut de le conseiller, que des salariés soient présents dans leurs locaux parce qu'on n'a pas forcément toujours idée de quels sont les documents que l'on va nous demander en tant qu'élément de preuve. On va y revenir après.
Et il est important aussi que les prestataires essayent d'appréhender leur degré de digitalisation, qui va comprendre tout autant quels sont les éléments de preuve que j'ai digitalisés aujourd'hui, quels sont ceux qui ne le sont pas. Est-ce qu'ils sont facilement accessibles? Quel est le degré de maîtrise des outils à distance de mes équipes? Quelquefois, on s'aperçoit que les dirigeants surestiment un petit peu le degré de maîtrise, ne serait-ce qu'au niveau du partage d'écran. Il m'est arrivé de faire d'abord en audit 20 à 30 minutes d'explication de fonctionnement de Teams, Zoom et autres réjouissances de partage d'écran. Et garder toujours à l'esprit l'article du 6 juin, le premier article où l'organisme candidat s'engage à disposer de tous les éléments de preuve permettant d'attester de la conformité au référentiel. Et je vous rappelle que ces éléments de preuve sont à présenter avant la réunion de clôture et avant la fin de l'audit. À défaut, ceci peut concourir bien sûr à une non-conformité, d'où l'importance d'avoir des personnes qui soient mobilisables, à défaut d'être toutes mobilisées et présentes au bureau, parce que certains éléments de preuve, entre autres avec les ressources humaines, ne sont pas forcément toujours digitalisés, mais plutôt encore papier. Alors, éléments de preuve, de quoi s'agit-il? Et aussi, on va regarder quels sont les profils d'auditeurs. Non, Mickaël, on était super dans le timing, on est très bien. Sur la slide suivante, le profil des auditeurs, et ça fait un peu écho à ce qu'a pu nous dire Aurélia au début. Alors, les textes nous disent que ce sont des personnes qui disposent d'une expérience professionnelle dans le champ de la formation pro et que ce sont des personnes qui, en fait, disposent aussi d'une formation et ou d'une expérience dans l'audit. Très bien, ça, à mon cas particulier, la formation, c'est depuis 92 et je suis aussi certifié auditeur des prestataires de formation par l'AFNOR. Très bien. L'ISQ repose sur des auditeurs salariés. On en a un nombre très limité et en fait un réseau d'indépendants qui sont essentiellement pour beaucoup des anciens instructeurs du label OPQF en fait et qui ont été formés pour ceux qui devaient être formés. Et on bénéficie de temps d'échange, généralement le samedi matin, partage de pratiques. L'objectif étant d'aligner les curseurs d'interprétation de chacun des auditeurs et qu'on ait une ligne ISQ, non pas une ligne individuelle. Maintenant, je renforce ce qu'avait pu dire Aurélia, un auditeur, ce n'est pas un juriste. Or, on aurait dû mettre la DRETS, je crois, maintenant, et non pas la directe. On n'est pas non plus des contrôleurs URSAF. Nous n'avons pas forcément capacité à pouvoir estimer de la pertinence ou de la juridique de certains documents. Et on y reviendra peut-être sur les questions concernant les éléments de preuve. Sur les grands temps forts de l'audit, ce qu'il faut voir, en fait, il y en a 4 essentiellement. Un audit commence toujours par une réunion d'ouverture et là, c'est assez important. C'est là où en fait, l'auditeur va bien sûr se présenter et vérifier le périmètre de l'audit. Mais c'est surtout, et là j'insiste, enfin, en tous les cas de mon point de vue, important pour que le prestataire puisse se présenter. Il forme qui? À quoi? Quels sont les bénéficiaires? Quels sont les financeurs? Quels sont l'ensemble de ces modalités pédagogiques? Pourquoi est-ce qu'il est important de se présenter? Parce que l'auditeur, avant de venir voir le prestataire, ne connaît généralement que 2 choses. La présence digitale, donc la communication Internet, et le BPF, qui est un des éléments qui est nécessaire pour établir la proposition, la durée de l'audit. Donc, il est vraiment essentiel ici que le prestataire puisse clarifier ses domaines d'intervention, puisque de cette clarification, l'auditeur va devoir déterminer un échantillon qui se veut représentatif et qui va en fait servir de fil rouge à l'observation de l'ensemble des indicateurs applicables. Derrière ça, vous avez toujours, bien sûr, dans l'observation des indicateurs, eh bien, un temps d'échange, questions-réponses, mais quand même, bien sûr, si Calliope est un audit de processus, on est quand même là pour observer des éléments concrets. Donc, si on vous demande tout d'abord de nous dire qu'est-ce que vous faites dans telle et telle circonstance, oralement, on va ensuite vous demander de nous présenter des éléments de preuve factuels pour attester que ce que vous dites faire, vous le faites réellement. Et ça, c'est important. Et là, quand même, aussi quelque chose à mettre en lumière, c'est qu'en fonction de la durée des audits, un auditeur peut n'avoir peut-être que 5 minutes pour mener ses investigations par indicateur. Donc, alors que pour d'autres structures, avec un chiffre d'affaires peut-être important, il va avoir jusqu'à 20 minutes. Donc, c'est vrai que sur 5 minutes, entre questions-réponses, observer et prendre note des éléments de preuve, vous comprendrez qu'il n'est pas très facile d'auditer ou d'aller, en tous les cas, sur des investigations qui sont très poussées. Juste avant la réunion de clôture, un petit temps de synthèse pour l'auditeur où il va pouvoir, bien en tous les cas, formaliser les explications si des non-conformités, s'il en a observé.
Et j'insisterai sur la réunion de clôture, donc finale. L'auditeur va ici préciser au prestataire quel est le statut pour chacun des indicateurs. Est-ce que c'est en conformité, non-conformité mineure ou majeure? Et il va surtout devoir en fait verbaliser quelles sont les explications ou justifications qui le poussent à conduire à une non-conformité, quelle qu'en soit sa nature. Ce qui est important, c'est qu'à l'issue de la réunion de clôture, normalement, l'auditeur ne peut pas changer d'avis. Et donc, vous savez, en tant que prestataire, qu'après la réunion de clôture, quelles sont les non-conformités que vous avez, de quelle nature et pour quelles raisons. Et vous pouvez ainsi commencer à travailler à un plan d'action correctif sans attendre un retour écrit en fait de l'auditeur et du certificateur. Sur la slide suivante, les éléments de preuve, quels sont-ils? Alors, premier point, dans le guide de lecture, on vous en présente un certain nombre. Elles ne sont pas obligatoires, elles sont données à titre indicatif, certainement imaginées ou en tous les cas identifiées comme étant celles qui sont peut-être les plus pertinentes ou les plus, on va dire, récurrentes. Maintenant, tous vos éléments de preuve, ça peut être une affiche dans un centre de formation, ça va être des posts sur des réseaux sociaux, ça va être une vidéo, enfin, tout peut valoir élément de preuve dès lors que l'on peut bien sûr l'observer. Ils peuvent être tout autant print que digitalisés, mieux vaut qu'ils soient digitalisés sur un audit à distance, bien évidemment. Et maintenant, on se pose souvent la question, mais si je suis un nouvel entrant et que je n'ai encore mené qu'une seule action, peut-être pour obtenir mon NDA, donc mon fameux numéro de déclaration d'activité, eh bien en fait, l'auditeur va surtout essayer d'appréhender dans quelle mesure vos processus sont aujourd'hui formalisés et leur vraie mise en œuvre pourra être auditée lors de l'audit de surveillance. Sur la suite, merci. Un petit timing zéro risque pour ceux qui seraient en cours de réflexion, donc les fameux 31% qui seraient en cours de réflexion, si est-ce que nous allons ou pas chercher Calliope. Donc, on a eu un aménagement sur le délai. Donc, maintenant, il faut être Calliope avant le 31 décembre 2021, ou alors vous ne pourrez plus contractualiser sur des fonds publics à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Vous pourrez terminer, bien sûr, les financements publics contractualisés en amont. Le zéro risque, c'est quoi? Si une non-conformité majeure vous donne un délai de 3 mois de traitement, j'ai envie de dire que le plus simple, c'est de se faire auditer avant le 15 septembre. Comme ça, au moins, ça vous laisse les 3 mois, qui est une période maximale, pour pouvoir corriger le tir si des non-conformités sont observées. Maintenant, un petit zoom sur le guide de lecture. Donc, je vous rappelle qu'on est sur la V7. Elle est sortie il y a deux semaines de cela, avec quelques aménagements, bien évidemment. Il y a tout dedans, les mots sont très importants, il faut donc bien le lire. Le glossaire est lui aussi très important. Alors, toutes les pages n'ont pas de glossaire. Vous avez la définition, vous avez les attendus, les éléments de preuve qui ne sont pas obligatoires, mais en tous les cas qui vous donnent un bon niveau d'indication sur qu'est-ce que va aller chercher l'auditeur. Un très bon système d'autotest sur ma digitalisation, c'est en reprenant chacune des pages de chaque indicateur, en regardant les éléments de preuve qui vous sont donnés à titre d'exemple, ça vous poser la question, est-ce que je les ai, oui ou non? Et si oui, est-ce que je les ai numérisés aujourd'hui ou pas? S'ils ne sont pas numérisés et si vous avez plus de print que de digital, peut-être se poser la question sur la pertinence d'un audit à distance. Vous avez quelques obligations spécifiques qui peuvent compléter des niveaux attendus sur des catégories d'actions et une précision sur les non-conformités. Là aussi, très important. Un élément essentiel sur la non-conformité, si elle est précisée qu'une appréhension partielle conduit à une non-conformité majeure, l'auditeur n'a pas le choix. Vous serez soit en conformité, soit ce sera une non-conformité majeure. Même si l'auditeur pense que vous n'êtes pas si loin que ça de l'attendu, il ne pourra pas mettre une mineure. C'est vraiment une obligation qui est imposée par le guide de lecture. Sur la suite, juste aussi garder quelques éléments avec les interactions entre indicateurs qui va pouvoir servir de fil rouge à un auditeur sur l'observation d'un échantillon. Dans l'indicateur 1, par exemple, on vous indique que vous devez communiquer sur des objectifs. Accessoirement, dans le 5, on vous précise qu'ils doivent être opérationnels et évaluables. Dans le 6, que les contenus sont définis et adaptés aux objectifs qui ont pu être appréhendés. Et en plus, avec l'indicateur 11, vous devez démontrer que vous allez évaluer l'atteinte des objectifs. Donc, on voit vraiment cette interaction sur indicateur. Et lorsque l'on va observer un échantillon d'action, on va pouvoir suivre cette chaîne tout au long de nos observations. Et après, indicateur 1 et 8, où le 8 vous rappelle que les prérequis, s'il n'y en a pas, vous avez une obligation de communication, mais ceci apparaît également dans l'indicateur 1. C'est une obligation de communication tout simplement. Et je crois que j'approche de la fin pour laisser ensuite la parole. Juste sur, alors on a mis deux
deux indicateurs ici. On va passer sur l'indicateur 1, mais j'ai surtout m'arrêter sur le deuxième slide, l'indicateur 19. Où le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. Bien, pour des acteurs digitaux, c'est là en fait où on va certainement avoir peut-être un regard un peu particulier, alors que je sois 100% digital ou que la modalité distancielle soit une de mes modalités pédagogiques. Ce que je retiens ici, c'est que en fait, c'est de se les approprier, qu'on retrouve tout autant dans la définition que dans le niveau attendu. Pourquoi ces mots sont importants? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les bénéficiaires n'ont pas forcément une très bonne maîtrise digitale ou des outils distanciels. Et donc, l'auditeur va certainement regarder bien qu'est-ce qui est mis en place pour que les bénéficiaires arrivent à s'approprier l'outil et ou en tous les cas les documents. Est-ce que vous avez par exemple des kick-offs sur des programmes importants? Est-ce qu'il y a une hotline? Est-ce qu'elle est synchrone, asynchrone? Est-ce que la hotline c'est par mail, c'est par téléphone, etc., etc. Donc là, ça va être d'autant plus regardé que nous savons que sur les formations distancielles et plutôt on va dire longues, la problématique de l'engagement des apprenants au début et surtout les risques de rupture de parcours qui font accessoirement référence à un autre indicateur sont des éléments qui vont être particulièrement observés. Nous savons très bien que dans le e-learning, passer le feu de paille de la connexion, des premières connexions, généralement on a une décroissance du degré de connexion et de motivation. Donc, qu'est-ce qui va être fait ici par les acteurs? Donc, voici un petit peu ce que l'auditeur va peut-être regarder. Et dans cette velléité de vous laisser du temps sur le question-réponse, moi, je m'en arrête là. Et je crois qu'on passe la parole à Myriam. C'est bien ça. Myriam, c'est à toi. Donc, bonjour, je vais couper la caméra parce que j'ai pas beaucoup de bande passante, sinon ça risque de couper un peu le son. Puis je vais essayer de faire comme Jacques et puis comme Marc, je vais essayer d'être très rapide. Donc, moi, je représente en fait Aftral, un organisme de formation de transport logistique BTP. On s'est engagé dans une démarche de certification pour 3 des 4 actions de formation, les actions de formation, l'apprentissage et l'accompagnement VAE. On est parti sur une démarche de certification multisite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a 120 centres de formation, on a une déclaration, une NDA, pardon, et puis on a une fonction centrale qui pilote un système de management de la qualité unique. Pour le multisite, en fait, ce qui est important, en fait, c'est cette notion de fonction centrale qui a l'autorité organisationnelle pour définir, mettre en place et faire fonctionner le système de management de la qualité. Et puis surtout, dans le cadre de Calliope, en fait, la fonction centrale est garante du respect des critères du référentiel au niveau de la fonction centrale et surtout sur l'ensemble de nos 120 sites. Alors, comment on a fait en fait pour mettre tout ça en place? Déjà, en fait, Aftral a considéré, vous n'allez pas être surpris, en fait, que la certification, c'était un projet d'entreprise, vu l'importance, en fait, de la certification. Donc, on est parti du principe que c'était un projet d'entreprise qui pouvait nous permettre et qui nous permettait, en fait, de vérifier, d'améliorer nos processus actuels et ainsi de satisfaire, en fait, nos clients et d'améliorer les qualités de nos formations. Alors, comment on a fait? En fait, dans un premier temps, on a défini un cadre. On a essayé de définir un cadre qui sera ensuite déployé sur l'ensemble de nos sites. Pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé en fait sur l'ensemble des sites, on a été les auditer, on a fait un état des lieux, on a identifié les bonnes pratiques et puis les déviances, parce que sur 120 sites, je ne vous cache pas qu'il y a des petits écarts. Tout ça, ça nous a permis de modifier nos règles, surtout de les adapter en fait aux nouveaux dispositifs de formation à distance, parce que comme beaucoup, on présentait les formations à distance, mais la crise sanitaire nous a obligés à accélérer en fait le processus. Donc, cet état des lieux nous a permis d'adapter nos procédures, comme le disait Marc, en fonction des indicateurs. Il y a certaines choses qu'il fallait rectifier.
Ensuite, la phase 2, c'est on a déployé les moyens nécessaires sous forme de boîte à outils. On a fait des fiches boîte à outils, indicateur par indicateur, pour reprendre ce que disait Marc, en insistant en fait sur les attendus, sur les éléments de preuve. La troisième phase, ça a été et c'est d'accompagner et de rassurer les équipes pour qu'elles s'approprient en fait le système de management de la qualité, qu'elles s'approprient les boîtes à outils qu'on avait mis en place, et surtout donner du sens. Parce que donner du sens, c'est aussi faire des passerelles entre les indicateurs et ce que font les équipes au quotidien. Parce que quand on regarde Calliope, c'était en règle générale, c'est un rappel en fait de ce que nous disait déjà de ce que nous disaient déjà les différentes réglementations, la loi sur la formation professionnelle, le code du travail. Et puis c'est aussi en fait se préparer à l'audit, préparer les éléments de preuve, parce que c'est très rapide. C'est vraiment très, très rapide. Et en fait, on essaye d'expliquer à nos équipes qu'ils expliquent en effet ce qu'ils font au quotidien, comment ils accompagnent un stagiaire et comment ils réalisent les formations. Mais il faut vraiment les préparer à montrer ce qu'ils viennent de nous dire. Donc là, le temps qui nous reste est consacré à ça, préparer les équipes. Ok, tu nous dis que tu fais ça, pas de problème, montre-nous comment tu le fais, comment tu l'as fait. Voilà. J'ai fait le tour, en fait. J'espère avoir été assez rapide et puis assez complète pour pouvoir laisser la place à Sarah et après pour pouvoir laisser la place aux questions. Et c'était très bien, Myriam, d'avoir effectivement un retour d'expérience sur des structures effectivement qui sont sur, tu nous as dit, je ne sais plus, une centaine de sites. Hein. On a 120 sites, en fait, 120 sites, et puis il faut qu'on s'assure que les 120 sites mettent bien en place les différents critères du référentiel. La difficulté pour nous, elle est là. Hein. Enfin, elle est là, en plus du stress que provoque en fait auprès des équipes l'audit. Mais pour nous, la difficulté, elle est sur les 120 sites. On a bien compris ta problématique complexe. Maintenant, on va passer la parole à Sarah de la Morandière, alors qui nous rejoint, qui a eu quelques difficultés informatiques, mais j'espère qu'on va pouvoir bien entendre. Sarah, du coup, est conseillère formation continue au CAFOC de Versailles, administratrice au FOD, connaît très bien ces questions de qualité Calliope, et donc va nous présenter son retour d'expérience pour le CAFOC. C'est à toi. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Super bien. Ah, génial. Bon, effectivement, ça a été un petit peu compliqué de vous rejoindre. Donc, je suis ravie d'avoir pu écouter depuis le début et je suis également ravie de voir qu'il y a autant de monde passionné par ces questions. Alors, donc effectivement, merci Aurélia de m'avoir présenté. Donc, je suis conseillère en formation continue au CAFOC de Versailles. Donc, le CAFOC de Versailles, qui est le Centre académique de formation continue. Donc, en fait, c'est un organisme de formation spécialisé dans le développement des compétences des professionnels de la formation. Donc, le CAFOC est déjà certifié AFNOR ISO 9001 version 2015 depuis plusieurs années. Et là, nous sommes en chemin vers la certification Calliope. Alors, nous avons travaillé à un audit préalable en mars et nous avons l'audit officiel, le vrai audit, la semaine prochaine. Et je voulais donc témoigner, apporter un retour d'expérience, notamment sur ce que j'ai appelé des clés pour préparer l'audit. Nous nous sommes rendus compte, avec toute l'équipe du CAFOC, par l'audit préalable ou l'audit d'entraînement, que c'était vraiment un temps indispensable, incontournable. Nous avions l'habitude des audits avec la certification AFNOR, donc les audits AFNOR, avec des habitudes d'audit interne. Mais là, vraiment, l'exercice est différent, comme Marc l'a très bien expliqué et Myriam également. Il s'agit de montrer la chaîne d'épreuves. Donc, l'audit préalable ou à minima un entraînement en équipe du coup d'organismes de formation, en équipe du service, pourquoi pas en jeu de rôle, mais tel que l'a expliqué Myriam, avec, voilà, tu dis faire ça, montre les preuves. Ce qui nous a beaucoup aidé, et on s'en est rendu compte grâce à l'audit préalable, donc ce qui nous a aidé et ce que l'on a amélioré, ce que l'on est encore en train d'améliorer et de finaliser pour l'audit, là qui est très très près,
c'est tout un travail de préparation et de classement des preuves par critères et indicateurs. Voilà, on fait vraiment des dossiers, tout est numérisé, tout est mis sur un espace spécialement prévu pour cet audit Calliope qui va se dérouler à distance, de façon à pouvoir montrer chaque preuve et pouvoir montrer les liens qu'il y a entre chaque preuve, entre chaque action réalisée. Donc ça, c'est vraiment, voilà, maintenant c'est une évidence pour nous. Donc on travaille vraiment dans ce sens-là et en équipe, tout le monde s'y est mis et c'est très opérationnel. Voilà, et ça, a priori, on a pu s'en rendre compte là déjà, c'est très, très efficace. Et je voulais apporter un éclairage plus spécifique sur les indicateurs C6, donc critères 6, indicateurs 24 et 25, que j'ai réécrit là-dessus, là, en dessous, pardon. Donc, veille sur les évolutions des compétences, des métiers, des emplois dans ces secteurs d'intervention et on doit montrer qu'on en exploite les enseignements et également, on doit montrer que l'on effectue une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ces prestations et que l'on en exploite les enseignements. Et là, je voulais attirer l'attention sur le lien évident que l'on fait avec le partenariat, donc l'adhésion et le partenariat avec le FOD, qui permet d'apporter, on va dire, les données d'entrée sur la veille, sur les évolutions des compétences, des métiers, des emplois dans notre secteur d'intervention, puisque nous intervenons beaucoup en formation multimodale, et également la veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution des prestations. Toutefois, cela ne suffit pas. Ça veut dire qu'en tant qu'organisme de formation, nous avons aussi un travail à faire et à pouvoir montrer, ça veut dire qu'il faut tracer, il faut formaliser des choses, toutes les étapes, pour montrer que l'on en exploite les enseignements. Voilà, donc ce sont vraiment les 3 points sur lesquels je voulais insister. Je ne vais pas passer plus de temps pour laisser la place aux questions. Merci, merci Sarah pour ce retour d'expérience. Alors là, côté effectivement CAFOC, hein, avec effectivement des clés pour préparer son audit. Peut-être j'aurais aimé avoir aussi peut-être un éclairage de votre part sur peut-être en quoi les outils, notamment peut-être les LMS, puisqu'on le voit partout, hein, il y a eu aussi beaucoup de publicité faite par les plateformes à ce sujet-là, en quoi le LMS peut-il être un outil au service de peut-être d'un certain nombre de tâches et notamment peut-être de la récupération d'un certain nombre de preuves. Est-ce que là-dessus, vous pourriez donner rapidement, pour ceux qui veulent, un éclairage? Je ne sais pas, Sarah qui vient de parler. Est-ce que Sarah, tu pourrais nous donner un éclairage là-dessus? Oui, oui, tout à fait. Alors, ça vient en fait nous apporter des éléments de preuve sur, par exemple, l'accompagnement réalisé à distance. Ça vient, puisqu'on peut tracer hein, qu'il y a bien des échanges, qu'il y a bien un accompagnement pédagogique à distance grâce aux fonctionnalités de notre plateforme, par exemple. Ça peut nous permettre également de montrer que l'on a bien effectué un positionnement individuel pour proposer un parcours au plus près des besoins et des possibilités du bénéficiaire. Donc, on est là-dessus en conformité, comme l'a dit Myriam, avec le cadre juridique et réglementaire de la formation. Et du coup, on vient également coller à des obligations au regard de la certification Calliope. Je laisse la parole aux collègues. Je dirais, moi, que ça aussi, enfin, il y a aussi l'indicateur 11, ça permet d'enregistrer et tracer l'atteinte des objectifs par le biais des évaluations intermédiaires, si la totalité de la progression pédagogique a été montée sur le LMS. Ça permet, et c'est ce que tu disais par rapport au suivi, ça permet aussi aux formateurs, tuteurs de vérifier, que le stagiaire a bien acquis les compétences et peut passer au module suivant ou à l'activité suivante. C'est un bon outil pour ça. Marc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet?
Faut remettre ton micro. Voilà, oui, je le remets, en plus je baisse. Non, déjà, tous les prestataires audités n'avaient pas forcément de l'EMS pour ceux que j'ai pu auditer. Par contre, c'est vrai qu'il est toujours intéressant de savoir en fait avec quels outils fonctionnent les prestataires et de savoir un petit peu qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce qui peut être géré et donc bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher dans le système qui pourrait servir d'élément de preuve. Donc c'est vrai qu'on commence à bien les connaître pour certains des auditeurs, hein, tout ce qui peut se trouver sur le marché. Donc on a une petite veille en interne sur quels sont les différents LMS qui existent et qu'est-ce qu'on peut y trouver. Donc ça peut nous aider et faciliter la recherche de preuves aussi. Il y a un élément surtout, c'est que le nombre de prestataires n'arrive pas toujours à valoriser ce qu'ils font, et très souvent en lien avec les attendus. Et c'est vrai que la connaissance des outils va peut-être pouvoir aider l'auditeur à aller chercher ce qu'il veut si le prestataire n'arrive pas de lui-même à valoriser ce qu'il fait ou les outils qu'il utilise. Très bien. Maintenant, passons, je vous propose peut-être effectivement, il y a plusieurs questions qui arrivent dans le chat. Alors, on va peut-être commencer par le début. Donc, il y avait des questions effectivement. Alors, pour Myriam Henry, il y avait eu plusieurs questions qui sont passées concernant l'Aftral que j'ai vues. Alors, il y avait la question combien de sites ont été audités par votre structure multisite? Nous, on est comme Sarah, en fait. On est vraiment dans la démarche. Et nous, notre audit de certification, il est du 31 mai au 14 juin. Donc, sur nos 120 sites audités, en fait, on est audité sur la règle de l'échantillonnage. On aura 11 sites audités, dont la fonction centrale, en fait. D'accord. Je me permets, Aurélia, le nombre de sites audités, c'est défini dans les textes, hein, c'est la racine carrée à l'entier le plus proche, pour reprendre les textes. Bien. Marc, une question de Dan Duiker. Vous dites que l'audit de surveillance pour les certifiés CNEFOP n'est pas aménagé, mais porte sur tous les indicateurs. Ce n'est pas ce que m'avait été communiqué par mon auditrice lors de mon audit. Pouvez-vous préciser ? La notion d'aménagement de l'audit pour les certifiés CNEFOP, effectivement, n'est valable que pour l'audit initial. Lorsqu'on bascule ensuite sur l'audit de surveillance, là, vous allez être audité sur l'ensemble des indicateurs. Sinon, on auditerait un organisme CNEFOP que dans 3 ans sur l'ensemble des indicateurs, en sachant que l'aménager présente l'avantage quand même de permettre de ne pas auditer un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas toujours faciles. Et ne serait-ce que le 21 sur les ressources humaines particulièrement, entre autres. Donc, le surveillance, c'est complet. OK. À la suite, une question de Karine Ancio qui disait « Comment montrez-vous que vous en exploitez les enseignements ?» Alors, elle parle de l'indicateur 26, je crois. 26. Alors, le 23, 25, le 26, c'est sur le handicap. Donc ça peut être là-dessus, mais je pense que si on reprend vraiment les textes dans les attendus, les définitions, on en montre l'exploitation, c'est essentiellement l'indicateur en fait 23, c'est sur la veille réglementaire, le 24 et le 25, c'est sur le fond et la forme, ce sont toutes les veilles. Si on parle de la veille technologique, très concrètement aujourd'hui, la crise sanitaire a permis à nombre d'acteurs de la formation de pouvoir démontrer qu'il y a eu des évolutions majeures pour ceux qui étaient pas du tout distanciels ou partiellement distanciels, qui ont basculé en 100% distanciel. Vous avez là un nombre d'éléments de preuve dans l'évolution de prestations. Donc, c'est vrai que la crise sanitaire a eu cet effet booster sur ce type de technologie. En fait, il y a une question à se poser peut-être d'un point de vue, alors si on prend le 25 et non pas forcément le 26 qui est sur le handicap, le 25, c'est de se dire, tiens, quelle est la dernière évolution pédagogique et technologique majeure de mon organisme et de remonter, tiens, je sais pas, j'ai mis ça en place, mais qu'est-ce qui fait que j'ai pu mettre ça en place? Quelle solution? Comment est-ce que j'ai procédé à mon choix, etc. Et donc, en fait, il faut remonter à l'inverse pour essayer de comprendre et de préciser quelle est la veille qui est proposée.
Mais concrètement, on va vous demander, je ne sais pas, on a mis en place un nouvel outil, quel qu'il soit, on va vous demander comment vous l'avez identifié et de pouvoir observer ce qu'il fait et est-ce qu'il est bien diffusé auprès des bénéficiaires. Si je peux apporter un complément, un Sur la question, si je peux, Aurélia. je t'en prie. Alors, par exemple, Bien sûr. grâce aux lettres de veille et aux relais d'information, on peut être amené. Moi, j'avais par exemple identifié petit logo créatif droit d'auteur, donc la méthode Lego Serious Play. Très bien, donc j'ai creusé le sujet, donc j'ai gardé trace du mail ou de la lettre de veille ou de la newsletter dans laquelle j'avais identifié cette nouvelle activité pédagogique pour la transposée en formation. Je suis donc allée chercher des informations sur des méthodes similaires, aussi appelées méthodes des briques en formation, et j'ai réinjecté en retravaillant un scénario pédagogique pour une animation de formation ces éléments-là. Donc pour l'auditeur, je lui ai montré et la source, le document dans le cadre de ma veille, et le travail sur l'ingénierie pédagogique, sur le scénario pédagogique que j'ai mis en pratique pour une formation à des clients externes. Voilà, donc ça a fait le lien, la preuve pour chaque étape. Merci Sarah. Aurélia, je finis juste de répondre à la question sur l'aménager. C'est l'article 10 qui précise bien que si on est CNEFOP, on est autorisé à demander que l'audit initial soit réalisé d'une façon aménagée. C'était pour répondre à une question du défilé. Anne Duquer. Effectivement, Anne Duquer, tu as eu du coup ton information. Pour continuer sur la veille, cette question d'Evelyne sur les preuves de la veille, par exemple, elle donne un exemple, effectivement. Comment démontrer que l'on participe bien à un webinaire, comme c'est le cas aujourd'hui? Peut-être Sarah? Vous avez plusieurs éléments. Un, ça va être... où Sarah? Vas-y, Marc. Non, en fait, alors c'est vrai que vous avez, alors la veille, vous avez un certain nombre de choses où il n'est pas toujours facile de démontrer qu'on a pu participer. Maintenant, vous pouvez témoigner d'un mail d'inscription, d'un mail éventuellement d'invitation. Vous allez peut-être aussi recevoir derrière le replay. Donc, c'est autant d'éléments qu'on va pouvoir appréhender comme éléments de preuve. Typiquement, en assistant à ce webinaire, que vous conserviez donc les 3 mails que j'ai évoqués et éventuellement vous téléchargez le support qui va vous être envoyé ensuite par le FOD pourront constituer des éléments de preuve. Après, un auditeur n'est pas là pour faire une instruction à charge et démontrer que ce ne sont pas des preuves qui sont valables. Donc, c'est vrai qu'il faut un peu pondérer peut-être ces attentes. Maintenant, clairement, moi, ça me suffirait en termes d'éléments de preuve. Quelque chose à ajouter, Sarah? Il arrive fréquemment que l'on reçoive par exemple un mail. Merci d'avoir participé au webinaire. Voilà, si vous avez des questions, les participants, voilà. Donc ça peut être aussi ça, en trace de participation à un webinaire. Après, si vous avez participé au sens d'intervenir lors d'un webinaire, là, des traces, il y en a généralement plusieurs, d'échanges de mails, de finalisation de diaporamas, etc. Merci. Une question de Marie-Hélène sur l'idée de rendre le LMS obligatoire pour tous les prestataires est-elle toujours d'actualité? Est-ce que vous avez eu des échos particuliers sur, effectivement, sur cette proposition dont on avait parlé, je crois, en fin d'année dernière? De notre côté, le Haut Commissariat aux compétences ne semble pas aller dans cette direction d'un LMS obligatoire, mais qui serait éventuellement la possibilité d'en mettre un à disposition. Mais est-ce que vous avez eu d'autres échos là-dessus, peut-être? Alors là, je vais laisser Marc peut-être répondre parce que moi, je n'ai pas du tout d'infos là-dessus. Alors,
Ah non, aucune. J'ai vu comme tout le monde, j'imagine, ces éléments-là. Je ne me fie qu'aux décisions communiquées, donc pour l'instant, il n'y a aucune information précise, en sachant que pour les certificateurs, nous, ça n'aura pas d'impact majeur de toute façon, mais aucune info. Il y a une main levée. Oui, c'est moi, je crois. Jacques. Oui, moi je voulais juste insister sur un point, sur toutes les questions sur la veille. Ce qui est important, ce n'est pas tant la veille que l'exploitation de la veille, ce qui, d'une certaine manière, est plus facile d'ailleurs à prouver. Mais c'est très important, ce n'est pas simplement une exigence de veille, c'est une exigence d'exploitation de la veille. Ouais, c'est tout. Effectivement, il faut pouvoir l'exploiter. Une question d'Evelyne. Faut-il conserver tous les mails échangés avec un stagiaire? Combien de temps? Sous quelle forme? Courriel ou enregistré en PDF? Là, je veux bien apporter une partie de la réponse. Le contenu des échanges avec le stagiaire sont des éléments confidentiels. C'est-à-dire de garder la trace qu'il y a eu des échanges de mails pour prouver un accompagnement. Par contre, le contenu des échanges, c'est de l'ordre du confidentiel. Je ne sais pas si Marc ou Myriam voulaient compléter. Moi, ce que je peux compléter, c'est vrai que beaucoup de prestataires s'inquiètent de cette notion de confidentialité, RGPD et autres. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les auditeurs sont là pour observer et prendre note. Les auditeurs ne vont demander aucun document, aucun support, aucune photocopie, aucun scan des éléments qu'ils vont pouvoir observer. Donc, c'est vrai qu'on va observer qu'il y a eu un mail adressé par Sarah à telle personne, tel jour, éventuellement. Bon, après, aller regarder ce qui a été précisé dedans. L'auditeur n'est pas là pour juger de la pertinence des échanges. Il va surtout effectivement observer qu'il y a eu des échanges, peut-être avec des bénéficiaires. Bon, après, c'est une réponse aussi qui devrait être, je dirais, pondérée au cas par cas, bien évidemment. Une autre question de Franck. Pourriez-vous préciser les critères spécifiques Calliope pour les instituts étant déjà ISO 9001? Donc ça, c'est pour Marc. Oui, les audits aménagés. En fait, c'est très simple. Vous avez un lien sur le CNEFOP qui vous dirige vers deux listes, la liste générale et la liste spécifique. Si votre label qualification ou terminologie est dans cette liste, vous bénéficiez d'un audit aménagé. Si on ne vous trouve pas dans cette liste, enfin, vous ne retrouvez pas dans ces deux listes votre label ou votre qualification, vous ne pourrez pas bénéficier de l'audit aménagé. Donc, en fait, il faut se rediriger sur le CNEFOP, pour quel que soit d'ailleurs le label ou la qualification que vous puissiez avoir, pour voir si elle est éligible ou vous rend éligible à un audit aménagé. Et ceci est vérifié systématiquement par les certificateurs qui vous demandent en plus une preuve comme quoi elle est bien active au moment de la demande. Question de Valérie. Vous avez parlé d'échantillonnage de formation. Les auditeurs choisissent-ils des inscrits fil rouge à ces formations pour lesquelles les preuves seront systématiquement demandées? Alors, je ne vais pas engager ma réponse pour l'ensemble des certificateurs et des auditeurs. Ce qui est sûr, c'est qu'en règle générale, lorsqu'on fait un échantillonnage, on essaye prioritairement de prendre des actions qui sont récentes et terminées. Pourquoi récentes? Parce qu'elles permettent d'appréhender parfaitement quels sont les processus ou les plus à jour mis en œuvre par le prestataire. Après, on va soit choisir en fonction là aussi du prestataire, je n'ai pas une réponse toute faite, ce peut être un groupe, ce peut être un individu, et il est vrai qu'en règle générale, on conserve l'échantillon et on va aller regarder des éléments de preuve afférents à cet échantillon lorsque nécessaire ou lorsque l'indicateur nous incite à aller chercher des éléments observables sur l'échantillon. Donc, c'est vrai que normalement, l'échantillonnage qui est fait sert de fil rouge tout au long de l'audit. D'accord. Très bien pour cette réponse. Une autre autour de l'accessibilité. Sommes-nous toujours tenus de proposer une solution pour accueillir des personnes porteuses de handicap? Par exemple, en distanciel, je suis tenue de mettre en place quelque chose
pour une personne malvoyante ou puis-je annoncer que je ne suis pas équipée pour répondre à certains handicaps? En fait, Calliope ne vous oblige pas à Je pense que mettre en c'est Marc. place. Oui, en fait, mais Calliope ne nous oblige pas à mettre en place des mesures d'accompagnement ou de compensation pour des PSH. Typiquement, on a pu me dire, vous viendrez faire l'audit après, je déménage, je change de local parce qu'il n'est pas, il est pas ERP. Oui, bon, bah, il n'y a pas d'obligation dans Calliope d'être ERP non plus. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ne pas donner trop de pouvoir à Calliope non plus. Si vous êtes en capacité de proposer des aménagements, il est important de les communiquer, de savoir les valoriser lors de l'audit. Après, il y a un certain nombre de prestataires qui ne proposent pas, ne peuvent pas proposer, d'autres peut-être qui ne souhaitent pas proposer d'aménagement pour des PSH. L'auditeur n'est pas là pour juger du bien fondé de ses décisions, mais au moins de regarder est-ce qu'il y a des choses qui sont faites et si oui, comment, est-ce qu'il s'appuie sur un réseau d'acteurs du handicap, c'est l'indicateur 26, et puis de pouvoir apprécier, de suivre donc tous les aménagements qui sont proposés. C'est vrai que sur le distanciel, vous avez un certain nombre d'outils qui peuvent être mis en place pour la lecture sur écran, grossir, etc. Donc l'auditeur va regarder quelles sont ces mesures que vous pourriez mettre en place. Il n'y a pas d'obligation. Encore heureux qu'il n'y ait quand même pas d'obligation, effectivement, ça irait du coup très 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 loin en fait. Question de Taya, pardon. Peut-on distinguer des parcours de formation Calliope d'autres qui ne le seraient pas? Je ne suis pas sûr de comprendre la question en fait. Je pense que peut-être que peut-être que Taya, ce qu'elle souhaite dire, c'est est-ce que du coup, Calliope, tous les organismes de formation doivent-ils être certifiés Calliope ou peut-on continuer de travailler sans être certifié Calliope? Ouais, alors en fait, il y a deux choses. Un, vous pouvez alors répondre à cette question, Aurélia. Est-ce que je peux continuer à travailler sans être Calliope? Oui, dès lors que vous ne souhaitez pas bénéficier de fonds publics à partir du 1er janvier 2022. Donc, ça, c'est peut-être une décision à prendre au niveau de la direction du prestataire, qu'il soit seul ou que ce soit un groupe. Maintenant, bon, je taquine un petit peu, mais est-ce qu'en fait, dans un organisme prestataire, je peux avoir des parcours qui seraient entre guillemets Calliope, d'autres qui ne le sont pas? Normalement, Calliope, c'est un outil de processus. Donc, les processus doivent être appliqués sur l'ensemble de vos prestations. Le seul cas peut-être où on n'irait pas regarder, c'est dès lors que, puisque Calliope ne s'appliquerait pas à la formation initiale. Okay. Mais mis à part ça, non. Un organisme ne peut pas dire ah ben moi j'ai 25-50% de mes prestations, c'est du Calliope, le 50 autres pourcents, non. Ça, c'est pas possible. Je te remercie, Marc. Voilà, on va peut-être prendre une. Oui, ça fait. Je voyais dans le chat quelqu'un qui disait oui, que ça fait quand même beaucoup de preuves à conserver, de traces à conserver. Voilà, on sent quand même pour certains un peu d'agacement par rapport effectivement à la quantité de traces et de preuves à conserver de vers soi. C'était Pascal Aubron qui faisait cette remarque-là. J'ai vu une question passer, alors bon, on pourra peut-être effectivement terminer là-dessus, c'est au sujet justement de la FEST. Bon, c'est pas tout à fait notre sujet, mais qu'en est-il de la prise en compte de la FEST pour la certification Calliope? En fait, la FEST, alors déjà sur l'ensemble des prestataires audités depuis un peu plus d'un an de mon côté, donc ça c'est une expérience tout à fait qui se limite à mon expérience personnelle. Je n'ai pas vu en fait de prestataires déclarer faire de la FEST. Par contre, on sait que l'indicateur 28, ça doit être de mémoire, c'est celui-là. Je ne les connais pas par cœur, hein, je devrais peut-être, j'ai oublié. Mais en fait, ici, l'indicateur 28, on sait qu'il fait entre autres référence à la FEST. En fait, ça s'applique aussi à tout ce qui est catégorie d'action apprentissage et également maintenant avec la nouvelle version de la V7 du guide, à tout ce qui est en fait formation en alternance en contrat pro. Donc, en fait, il y a trois choses. Il y a les apprentis d'une part, il y a les contrats pro d'autre part, et vous avez aussi après la FEST pure, et c'est traité dans l'indicateur 28. Et à ce jour, je n'ai pas vu de prestataire précisant faire de la FEST, pas plus qu'on a pu trouver des éléments
concret sur la FEST, sur la communication des prestataires. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On a pu traiter un ensemble de questions. Alors, je rappelle que toutes les questions qui concernent plutôt les éléments de preuve qui attestent de la réalité de l'action de formation, on le traitera dans un webinaire à part, qui sera un webinaire consacré au formalisme d'une action de formation à distance. Et donc, je vous rappelle la date. La date, c'est le 18 mai. Voilà. Sachez que ce webinaire sera en replay très prochainement. Vous recevrez de toute façon le lien vers le replay. En termes d'éléments de veille, vous pourrez effectivement conserver, par exemple, le mail que vous recevrez autour de ce replay, qui pourrait être effectivement une des preuves à garder de part de vers soi. Je vous remercie beaucoup, surtout à nos intervenants d'être venus là, de participer, chacun des fois peut-être dans des conditions un peu difficiles. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous. Merci Marc, Sarah, évidemment Jacques qui déjà s'est absenté, Myriam et puis Michael. Salut. Merci, bonne fin de journée, bonne continuation. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. Maria. Merci.